Bonjour à tous. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a bien voulu publier la liste définitive des partis retenus pour participer aux élections législatives de janvier prochain hier, 1er décembre. Deux intrus à cette étape-là, en dehors des trois partis traditionnellement validés depuis le début du processus des élections générales au Bénin. Je vais citer Moël Bénin, les démocrates. Les journaux en parlent largement ce matin. Certains cachent à peine leur surprise. Eh bien, nous ferons le tour de ce quotidien-là, de façon sommaire tout à l'heure même à travers la une des journaux, plus en profondeur avec la revue de presse, ce sera en fin d'émission. C'est aussi d'ailleurs notre sujet de débat tout à l'heure, dans une soixantaine de minutes. Nous allons aborder deux angles notamment. D'abord, constater que le principal parti d'opposition a réussi enfin à faire un pas mieux que les autres fois. Et surtout nous demander si, comme l'a prévenu Patrice Talon lui-même, le parti ne pourrait pas avoir les 20% par circonscription électorale telles que l'exigent les tests électoraux. Notre invité ce matin, c'est Dr Victor Bédou, secrétaire général de l'UGDO, l'Union générale pour le développement de la ville de Ouidah et président du comité d'organisation de Gliroué, 130e édition cette année. Avec lui, nous allons constater comment Ouidah reprend de ses belles couleurs de ville historique. Avant de dire deux mots sur cet événement annuel qui particularise la commune et réunit les fils de la localité donc autour d'un même idéal. Enfin, santé. Nous allons parler VIH-Sida. Hier, 1er décembre, c'était donc la journée consacrée à l'attention mondiale face à la pandémie. Où en sommes-nous vraiment après les nombreuses, multiples et diverses campagnes de lutte, de sensibilisation et autres? Faut-il se frotter les mains aujourd'hui, qu'on en parle de moins en moins? En tout cas, Estetofa, Madame Santé de Canal 3 Bénin, sera par ici tout à l'heure. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux et je vous préviens tout de suite, pas beaucoup de quotidiennes dans les kiosques ce matin. Il y a néanmoins, et comme fidèle à sa tradition, fraternité toujours à l'heure et au point. On va commencer justement par le journal qui paraît à Ménotin, législatif du 11 janvier 2026. 5 partis confirmés, les positionnements sur le bulletin unique, les règles des 20%, l'os dans la gorge de les démocrates. Parfait dénou, conseiller conjugal à propos de la masculinité positive. Il faudra encourager les hommes à exprimer leurs émotions, à reconnaître leurs limites. Cannes 2025, la liste des 26 léopards de la RDC, les guépards auront du fil à retordre. Et un coup de pub, toujours à la une de fraternité. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, Canal Plus 7, le décodeur à 1000 francs CFA et dévoile une riche programmation. Actu Express, législatif de 2026, les LD peuvent-ils atteindre les 20% dans toutes les circonscriptions électorales? Le journal L'économiste, enseignement au Bénin, les professeurs de français renouvellent le bureau de leur association. Le journal La Boussole législatif de 2026, 5 listes, donc LD, preuve qu'un dossier bien fait répond mieux que les complètes. Nous voici avec Matin Libre, législatif de 2026, les dessous de la participation des démocrates. Le journal a fouillé et est allé voir un peu comment on peut s'expliquer tout ceci. Nous voici avec Jakpata, législatif de 2026, 5 formations politiques franchissent l'étape décisive de la Sénat. Inauguration du marché Rondro, Aboumé célèbre un nouveau souffle commercial, a dit le quotidien. Voici le matinal législatif du 11 janvier 2026 au Bénin. 5 partis définitivement retenus. FCBE, UPR, BR, Moël Bénin et LD sur la ligne de départ. Le positionnement des logos sur le bulletin unique a été bien dévoilé. Voici l'informateur. Législatif du 11 janvier 2026, les partis fixés, 5 en lice, nous a dit le journal.
Et puis, fonctionnement de l'administration publique, la digitalisation complète de l'appareil judiciaire est annoncée. Voici Fraternité pour la deuxième lecture législative du 11 janvier prochain. 5 parties confirmées. Les positionnements sur le bulletin unique, la règle des 20%, l'os dans la gorge du parti LD. Parfait de nous, conseiller conjugal à propos de la masculinité positive. Il faudra encourager les hommes à exprimer leurs émotions, à reconnaître leurs limites. Et puis, Cannes 2025, la liste des 26 léopards de la RD Congo. Les guépards auront de fil à retordre, prévient donc le journal de Ménotin. Voilà ce qu'on peut retenir des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Je vous l'ai dit, ce mardi matin, les quotidiens sont assez rares. L'information qui domine largement, en tout cas les publications ce matin, vous avez pu le constater, c'est la relative justement à l'annonce de la Commission électorale nationale autonome hier de la liste définitive des partis retenus pour participer aux élections législatives prochaines, 5 au total, nous sommes fraternité. À l'intérieur, vous avez beaucoup d'autres détails qui vous expliquent un peu tout ce qui a entouré ce processus jusqu'à cette étape-là. Désormais, on connaît les partis candidats donc à cette compétition électorale. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant au bulletin de l'information et avant d'accueillir par ici Florence Moussa, je vous propose de suivre les titres au menu donc de cette session de l'information. Gestion des risques associés aux soins en santé. Les professionnels du domaine dans leur ensemble retournent à l'école de la gestion des éléments indésirables liés aux soins de santé. Le master class de 5 jours s'est ouverte hier à Cotonou. Elle va leur permettre de distinguer l'erreur de la faute médicale, prévenir les mécanismes de survenue des erreurs médicamenteuses et autres. Et puis, la lutte contre les violences basées sur le genre continue son petit bonhomme de chemin. L'ONG mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement a procédé à la remise de fonds aux sessions professionnelles, socio-professionnelles de victimes de VBG, pour des activités génératrices de revenus. Le geste a touché aussi d'autres filles vulnérables en fin d'apprentissage de couture pour leur autonomisation. Voici le bulletin. Bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Le personnel de la santé est outillé désormais sur la gestion des éléments indésirables liés aux soins de santé à travers une masterclass. Oui, Tanguy, cette session de renforcement de capacité initiée par l'autorité de régulation du secteur de la santé se tient sur 5 jours à Cotonou. Les travaux ont été lancés par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, compte rendu de Esther Tofa. Trouver le courage de déclarer afin de pouvoir corriger les éléments indésirables aux soins de santé. C'est la motivation de ces sessions de renforcement de capacité organisées par l'autorité de régulation du secteur de la santé à l'intention des professionnels du secteur. Bien que souvent imprévus, les événements indésirables peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Pouvoir reconnaître ces événements est la première étape essentielle. Cela nécessite une vigilance constante, une culture de transparence, une culture non punitive et une communication ouverte au sein des acteurs de l'écosystème. C'est donc tout le sens de cette masterclass construite par l'ARS avec les experts et nos partenaires ici présents. Après la phase préparatoire, cette formation marque une étape importante, celle de distinguer l'erreur de la faute, de comprendre le mécanisme de survenue des erreurs, notamment médicamenteuses, d'en analyser les causes profondes, d'explorer les modèles internationaux et de construire, j'insiste dessus, de construire un système national de gestion des événements indésirables associés aux soins adaptés au contexte béninois. Cette masterclass, conduite par l'experte Martine Mengbeto, investigatrice en sécurité des soins aux États-Unis, est soutenue par l'Agence belge de développement au Bénin. Nous nous trouvons naturellement engagés
avec le ministère de la Santé et avec l'autorité de régulation du secteur de la santé pour apporter notre appui, que ce soit au plan technique et financier, pour que cette question de l'amélioration de la sécurité de la qualité des soins s'améliore de jour en jour pour les citoyens béninois. Les sessions se tiennent sur 5 jours et vont contribuer à construire un système national de reconnaissance, de prévention et de gestion des éléments indésirables aux soins de santé. Le Conseil économique et social entame sa 6e et dernière session extraordinaire au titre de l'année 2025. Cette nouvelle fenêtre d'activité institutionnelle est consacrée à l'adoption de comptes rendus de sessions passées, le programme et la présentation de différentes communications par des membres du gouvernement et la présidente de l'Institut national de la femme. Compte rendu. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs. À l'entame de son allocution inaugurale, le président de l'institution, entouré de ses collègues coordonnateurs départementaux, situe le contexte de cette ultime session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. La session qui s'ouvre aujourd'hui intervient dans un contexte politique et social marqué par des innovations majeures dans notre Constitution. L'Assemblée nationale ayant adopté le 14 novembre dernier la révision de nos textes fondamentaux introduisant 3 réformes majeures. Premièrement, la trêve politique, destinée à renforcer la cohérence et la continuité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Deuxièmement, la création du Sénat, afin que les anciennes hautes autorités de notre pays puissent mettre leur expérience au service de la nation. Troisièmement, le rallongement des mandats électifs. Une révision constitutionnelle ayant induit une tournée nationale d'explication à laquelle a pris part le Conseil économique et social, indique Conrad Baguidi. Explorer les réalisations de l'institution et élaborer des perspectives. Tel est l'objectif fixé à cette 6e session extraordinaire de l'année. Au cours de nos travaux, nous examinerons et adopterons le compte-rendu et le procès-verbal de la 5e session extraordinaire. Nous nous pencherons également sur les conclusions de la 4e session extraordinaire des conseils départementaux. Nous adopterons les programmes indicatifs de session des conseils économiques et sociaux départementaux pour l'année 2026. Nous aurons par ailleurs l'honneur d'écouter des communications de grande importance, celles du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur les enjeux et défis sécuritaires au Bénin. Celle du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale portant sur la gestion des conflits agropastoraux par les comités multi-acteurs de concertation dans la cohésion sociale. Enfin, nous accueillerons la présidente de l'Institut national de la femme. Le top est ainsi donné pour 9 jours de travaux. En politique, pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, le cercle de soutien au candidat Romuald Wadayi Mariam Talata s'est élargi d'un nouveau mouvement. Il s'agit des ambassadeurs de Wadayi, un mouvement fondé sur l'unité et l'engagement citoyen pour accompagner le candidat de la majorité au pouvoir. La rentrée solennelle a eu lieu le week-end dernier à Thiémé, dans le département du Mono. Nassissa Losey, Florando. De la parole à l'acte, Léon Basile Rossi affiche à la face du monde la cohérence de son choix exprimé quelques mois plus tôt pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le député LD, élu de la 17e circonscription électorale, porte ici sous ses bras le mouvement Les Ambassadeurs de Romuald Wadayi, qui vient en soutien à la candidature du duo Wadayi-Talata. Nous avons jugé impérieux de soutenir la candidature de M. Romuald Wadayi. Nous portons en nous cette conviction que l'avenir n'appartient pas aux plus bruyants, mais aux plus lucides, aux plus constants, aux plus sincères dans leur engagement. Notre vision est un horizon, un souffle, une promesse silencieuse qu'incarne le ministre d'État Romuald Wadayi. Et selon les responsables de ce mouvement politique, cette conviction est fondée sur la responsabilité, l'intégrité et l'exigence autour des vertus comme la lucidité et l'humilité.
Leur boussole, c'est un opposant au régime actuel, mais qui reste l'un des premiers soutiens aux candidats de la majorité au pouvoir. Je n'ai pas été compris, même pas par ceux qui m'ont appelé pour me féliciter. Je n'étais compris de personne, surtout de ma famille politique. J'ai été affublé de tous les propos désobligeants, insoupçonnables et à la limite insoutenables. Et l'homme dit avoir survécu à cette tempête dans sa famille politique. Et plus loin, il ne faiblit pas. J'ai donc fait sans remords, du haut de ma petite expérience politique, de soutenir le ministre d'État Romuald Wadagni, et je l'assume. Au moment où nous assistons à la fin d'un règne qui n'aura pas comblé certes toutes les attentes, mais un régime qui a fait ce qu'il a pu, il faut le reconnaître. Comme on dit chez nous, avoir dit Quintor, je n'y pas. Ce rassemblement était l'occasion pour les responsables du mouvement, les ambassadeurs de Romuald Wadagni, de présenter à l'opinion publique leur mission et leur vision. Ce qui se résume à la promotion d'une culture politique sereine et constructive autour de Romuald Wadagni. Les innovations issues de la récente révision de la Constitution continuent d'alimenter les débats. La décision d'instaurer désormais un mandat de 7 ans pour le président de la République, les députés et les élus communaux essentiellement à s'acquitter. Le ministre conseiller Janvier Yawedéou en a expliqué les mobiles le week-end écoulé. Reportage. Vous savez, une élection, ça coûte. En tout cas, celle qui arrive là va coûter autour de 14-15 milliards. Et lorsqu'il y a trop d'élections, c'est de l'argent qui est décaissé rien que pour ça. Vous vous rappelez, en 2006, il y a eu les élections présidentielles. 2007, il y a eu les élections législatives. 2008, élections communales. 2011, législatives. 2013, communales. 2015, législative, 2019, législative, 2021, présidentielle, 2023, législative. Si on comptabilise 12, 15 milliards par élection, ça veut dire qu'on a voisin 150 milliards, rien que pour les élections. Mais si on faisait 10 ans, ça veut dire qu'on ferait des économies terribles, ça nous coûterait donc moins de 30 milliards. Donc, vous savez, nous avions pendant longtemps cherché à nous ressembler aux autres. Nous devons réfléchir par nous-mêmes. Est-ce que celui qui est rassasié doit réfléchir de la même manière que celui qui a faim? Chaque pays doit prendre ses lois, définir ses institutions en fonction de ses problèmes. Lorsque vous êtes déjà bien développé, vous pouvez vous permettre d'avoir des renouvellements de gouvernance chaque 3 ans ou 4 ans. Jusqu'en 2002, en France, ceux qui nous ont colonisés, là-bas, la durée du mandat présidentiel, c'était 7 ans, par exemple. Et le président chinois actuel, Xi Jinping, est au pouvoir depuis 13 ans. S'y fait bien. C'est leur modèle, ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est une révolution intelligente qui va permettre à notre pays de prendre son envol qu'il a déjà pris et de se maintenir dans le cadre de son développement avec des institutions stables qui protègent la stabilité politique. Dans le zoo, des femmes et jeunes filles victimes de violences basées sur le genre en situation de vulnérabilité reçoivent des appuis du matériel. L'acte de générosité porte les marques de l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement. Elle est soutenue pour la cause par ses partenaires ONU Femmes et le Fonds français Muscaco. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna.
Des dizaines de femmes et de jeunes filles victimes de violences basées sur le genre VBG ou en situation de vulnérabilité. Les cibles ont été identifiées avec l'aide du guichet unique de protection sociale de Boycon. Elles bénéficient ici de soutien ainsi que de prises en charge divers. Les appuis proviennent de l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD. Nous avons prévu faire des remises de fonds pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles victimes de VBG et nous avons prévu faire aussi remise de fonds pour les femmes victimes de VBG qui veulent exécuter des activités génératrices de revenus et qui n'ont pas de moyens pour démarrer leurs activités. Nous avons fait aussi des remises de matériel, surtout des machines de couture pour des jeunes filles qui sont déjà diplômées et qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un matériel pour démarrer leur travail. L'aide intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré de santé communautaire et nutritionnelle de l'équité genre. Il vise entre autres à renforcer ou accompagner l'autonomisation des jeunes femmes, surtout celles vulnérables ou victimes de VBG. Ces cas viennent souvent au GUPS pour poser leur situation. Donc, comme l'ONG intervient à Boycon, ils sont venus nous voir et en synergie, on a pu identifier ces cas afin qu'ils bénéficient de ces kits. Ce que je peux dire à ces bénéficiaires aujourd'hui, c'est de les exhorter à faire un bon usage de ce qui leur a été remis, du kit, des matériels qui leur ont été remis pour se prendre en charge. Donc c'est dans cet usage, ce bon usage, qui vont nous encourager et encourager aussi les partenaires à réitérer l'action. Témoignage de l'attention et de la solidarité de l'ONG donatrice envers les groupes cibles, ces divers appuis apportés ont été rendus possibles grâce à ONU Femmes et le fonds Muskoka. Cette activité s'inscrit d'autre part dans la droite ligne de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, l'intelligence artificielle s'invite dans le système éducatif national. L'État décide de son intégration au curricula de formation. Les référentiels de compétences sont en étude d'élaboration à Grand Popo. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec le concours de l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNESCO. Nassissa Lossaï Florando. Le système éducatif béninois atteint par le vent de l'intelligence artificielle qui souffle à travers le monde. Les gouvernants décident de l'intégration de cette révolution numérique dans les curricula de formation et les acteurs sont mobilisés ici à Grand Popo pour élaborer les référentiels de compétences. L'intelligence artificielle est déjà au cœur de nos vies dans presque tous les domaines. Elle n'est plus une promesse d'avenir, mais pour qu'elle n'efface pas nos identités et fragilise nos cultures, il est essentiel de définir un référentiel de compétences adapté à nos réalités et au profil d'hommes, de citoyens que nous voudrions construire à travers le système éducatif national. Et l'urgence donc, c'est d'encadrer l'intégration de l'IA dans le système éducatif national, d'où ces assises qui se veulent une plateforme d'échange sur les compétences numériques et en intelligence artificielle pour les enseignants et les apprenants et la traduction des ressources en langue nationale. Une initiative à laquelle des partenaires techniques apportent leur caution. L'UNESCO, conformément à son mandat, veille à ce que cette révolution technologique serve l'humanité, protège les droits humains et combatte les inégalités. Un référentiel de compétences n'est pas seulement un document technique, c'est une boussole stratégique qui va permettre justement de clarifier les attentes, notamment que doit savoir un enseignant sur l'IA, que doit-il faire, guider la formation initiale et continue, comment organiser des formations pertinentes, progressives et contextualisées, et surtout mettre l'humain au cœur de la transition numérique en outillant les enseignants pour qu'ils soient acteurs et non simples spectateurs de ces transformations. Globalement, le projet vise à utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité du système éducatif national.
Il s'agira surtout de conjuguer, de relever les défis pour mettre en place les équipes techniques nationales et de former ses membres sur l'intégration et l'utilisation de l'IA dans le système éducatif. Les référentiels issus de ces 3 jours de réflexion seront soumis à l'appréciation des gouvernants pour validation. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci beaucoup pour la présentation. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Bonjour. Tanguy, bonjour. C'est l'actualité de ce moment, à 20 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la FECA Foot Limoges. Marc Brice. La décision est choc, mais pas surprenant compte tenu de la relation froide qui existait entre la FECA Foot avec à sa tête Samuel Eto'o qui justement le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun laisse bien entendu ce lundi après-midi. Alors que la liste du Cameroun était attendue avec grand intérêt au sein du public sportif camerounais, la décision de la séparation de Marc Brice de la tête de la sélection du Cameroun a été actée par un communiqué officiel. Il faut le dire, les raisons pour lesquelles la FECA Foot a choisi de se passer de Marc Brice sont entre autres les multiples incidents survenus depuis sa nomination à la tête de la sélection nationale, le refus manifeste d'assister à certaines séances de travail convoquées par la FECA Foot et le refus de communiquer les rapports à l'issue des rencontres internationales. Tout ceci a été évoqué dans un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football. Suivons ici un extrait de ce communiqué. Le refus de communiquer les rapports à l'issue des rencontres internationales, la non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres, l'utilisation des subterfuges à l'effet de se soustraire à l'obligation professionnelle de tenir des conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs, le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la FECA Foot. Considérant que les manquements professionnels sus-évoqués, dont la récidive est avérée, ont manifestement perturbé les performances et l'image des Lions Indomptables du Cameroun, considérant que les 10 manquements ont largement contribué à la non-qualification des Lions Indomptables du Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique, considérant l'urgence de la mise en place d'un cadre serein au sein des Lions Indomptables pour une préparation et une participation optimale à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2026, le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECA Foot, procède au réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine fanion du Cameroun, les Lions Indomptables, ainsi qu'il suit. Sélectionneur coordonnateur, Messieurs Tungumpile Martin. Résolution 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, recommande au président de la Fédération camerounaise de football de communiquer en extrême urgence la liste de l'encadrement technique, administratif et médical réaménagée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi qu'aux instances fêtières du football africain et mondial, et de procéder par la même occasion à la conformisation des actes de prise de fonction. Tanguy, voilà, la guerre froide aura duré plusieurs mois entre Samuel Eto'o avec à la tête donc de la FECA Foot et puis Marc Brice, les sélectionneurs des Lions Indomptables du Cameroun. Mais c'est bien entendu le patron du football camerounais réélu samedi dernier qui s'en sort vainqueur, on va le dire comme ça. Oui, dès lors que Samuel Eto'o a été reconduit à la tête de la FECA Foot, c'était clair que le destin de Marc Brice était scellé à la tête donc des Lions Indomptables. Quoique son parcours a été très mitigé, en tout cas pour les 2 ans et demi à peu près où il aura passé justement à diriger les Lions Indomptables. On a vu l'élimination des Lions du Cameroun de la
Coupe du Monde de l'année prochaine, même si, ma foi, ce n'est pas un élément fondamental et majeur en tant que tel, même si les supporters camerounais en font, je dois dire, un élément principal. C'est pas la première fois que le Cameroun manque un rendez-vous mondial de football. D'ailleurs, même avant Brice, je crois qu'ils étaient aussi absents. Mais ce qui certainement a dû mettre en difficulté Marc Brice, c'est surtout cette élimination, je dois dire, du Cameroun à une certaine étape, je dois dire, de la CAN dernière, très tôt sorti donc de la compétition. Il y a aussi que la campagne pour la qualification pour le Maroc 2025 a été très, très, très poussive aussi. Donc, et puis, je pense que, pas pour donner raison à Samuel Eto'o ou à qui que ce soit, je pense que cette issue serait mieux pour les Lions du Cameroun parce que ça a été toujours tendu entre le sélectionneur et la FECAFOOT, et je crois que dans ces conditions, c'est pas évident que les joueurs puissent quand même avoir, je dois dire, la prestation normale qu'il faut pour hisser l'équipe à un certain niveau. Bon, on espère cette fois-ci que avec justement le nouveau sélectionneur, que les Lions indomptables n'auront plus d'excuses pour ne pas proposer du jeu pertinent, notamment à la CAN prochaine. Et surtout que, mettons, Samuel Eto'o va plus venir nous dire que c'est parce qu'il n'a pas la main les Camerounais n'ont pas remporté la CAN sous sa direction. Donc on attend de voir ce que ça pourra apporter. C'est ça. Et il faut le dire, hein, le comité d'urgence, comme vous l'avez entendu, de la FECAFOOT nomme un nouveau staff à la tête des Lions indomptables avec Martin Ntungu Mpile comme coordonnateur général et David Bagou comme entraîneur sélectionneur. Celui-ci a dans la foulée dévoilé la liste des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec 2 absences notables, hein. Le gardien de but André Onana et puis le capitaine Vincent Aboubakar. Au poste de gardien de but, on a Davis Epassi, Simon Omo Sola et puis bien entendu Edouard Sobank, sans oublier Ngapan Douetmbu. Au poste de défenseur, Samuel Junior Koto est convoqué, tout comme Christopher Wu, Jean Castelletto, Junior Nchama 2, et puis nous Tolo, sans oublier Enzo Boyomo, Darlene Nyongwa, Nadika Aboubakar et puis Jerzino Nziazi. Au poste de milieu de terrain, on a Dina Ebimbe, Carlos Abba Aleba, Olivier Kemem, Nzi Ate Menge, Jean Junior Onana, Brice Ambima, sans oublier Dani Namasso, sans oublier aussi Arthur Avom. Au poste d'attaquant, ceux qui sont convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au sein de la tanière des Lions indomptables sont entre autres Brian Mumbo, Christian Bassogog, Franck Macri, Christian Kofane, Patrick Soko, Karl Eta Enyong et puis Georges Kevin Nkoudou. Tanguy, 2 absences notables sur la liste des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le portier André Onana et puis le capitaine Vincent Aboubakar. Oui, il y a même Karl Toko Karl Toko Ekambi. Choupo-Moting aussi, qui ma foi... Zambou Anguissa. Zambou Anguissa, il y a bien d'autres. Bon, c'est vrai qu'on fait focus sur ces deux éléments parce que justement, au fort temps de la crise entre le sélectionneur et le président de la FECAFOOT, ils avaient quand même pris position ouvertement. Et sans être un prophète, c'est évident que c'est la fin pour eux, en tout cas en équipe nationale. Maintenant, il faut s'interroger un peu sur, je dois dire, la pertinence de cette décision et surtout l'impact que ça peut avoir sur la prestation des Lions indomptables. Et il est évident que André Onana, ce n'est plus forcément l'élite sportive comme on le connaît, même si sa classe n'a pas changé. C'est quand même un grand gardien, très expérimenté surtout, mais ces dernières campagnes, notamment ces derniers mois, n'ont pas vraiment milité en sa faveur, que ce soit même en sélection, ou que ce soit dans son club aussi. On a vu un peu comment il est passé à Man U avec beaucoup de buts encaissés. Maintenant, il y a aussi le capitaine, quoique efficace, faut-il le dire, mais qui est vieillissant, ça c'est clair, et qui a eu aussi une parenthèse, parce qu'il est resté sans club un bon moment, qui certainement a dû impacter son niveau de jeu, sa qualité. Donc,
relativement, ça peut ne pas être forcément des absences qui vont impacter directement, mais en tant que leader, en tant qu'ancien, en tant qu'expérimenté, je crois que c'est quelque chose, c'est des gens qui pourraient apporter quand même plus à la cohésion, à la cohésion du groupe, notamment en tanière. C'est ça. Vincent Boubacar, André Onana, Zamboa Guissa, Kartoko et Kambi et bien d'autres ne seront donc pas du rendez-vous, sauf changement de dernière minute. Du rendez-vous du royaume chérifien du 21 décembre au 18 janvier prochain. Une autre liste a été dévoilée dans la foulée hier. Enfin, donc, la parenthèse du Cameroun avec donc, le limogeage de Marc Brice et la nomination de nouveaux staff et surtout la liste pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dévoilée. Une autre liste a été dévoilée hier, c'est la liste de la République démocratique du Congo, premier adversaire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 au cours de la première journée. Ça sera le 23 décembre prochain. La République démocratique du Congo a dévoilé sa liste pour le rendez-vous du royaume chérifien hier. Au poste de gardien de but, on a Timothy Fayoulou qui évolue au FC Noah, Lionel Mpassi qui est sociétaire du Havre, et bien entendu Mathieu Epolo qui évolue du côté du Standard de Liège, l'ancien club de Andreas Suntondi. En défense, Aaron Wan-Bissaka de West Ham est convoqué, tout comme Gédéon Kaloulou, Haris Limassol, Chancel Memba qui évolue du côté de Lille, Steve Kapwadi qui évolue du côté de Legia Varosvi, tout comme bien entendu Assel Touanzebe, Rocky Boussiri, Arthur Maswaku, Joris Kayembe. Au milieu de terrain, Samuel Moutoussami est convoqué, tout comme Marius Stroikens, Charles Piquel, Noah Sadiki et Edo Kayembe. En attaque, Théo Bongoda est convoqué, tout comme Nathanaël Mboukou, Cédric Bakambou, Simon Banza, Fiston Mayele, Samuel Essandé, Priancy Penga, Michel Ange, Bali Kouicha et Meshak Elia. Tous ces joueurs sont donc ceux qui vont défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en terre marocaine, où les léopards figurent dans le même groupe, dans le groupe D que les guépards du Bénin, les lions de la Teranga du Sénégal et leurs homologues du Botswana. Allez, on va s'intéresser à autre chose maintenant, Tanguy. On va s'intéresser justement à l'actualité des plus jeunes, maintenant. On va parler justement du tournoi UFOA de la zone B qui concerne les moins de 15 ans au niveau scolaire. Et le tournoi a pris son envol lundi au stade du 4 août de Ouagadougou. Et là, nous sommes au Burkina Faso. C'était ça. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Amazones du Bénin qui ont concédé hier pour leur compétition une défaite. Retenez déjà qu'il s'agit de la 4e édition de la phase zonale du championnat africain de football scolaire qui réunit 6 différentes équipes. Le Bénin est présent sur les 2 tableaux, notamment au niveau des filles que chez les garçons, logés dans le groupe B, en compagnie des vainqueurs de la précédente édition. Hier après-midi, les Amazones scolaires du Bénin ont été sévèrement battus par les scolaires ghanéennes, menés 4-0 à la mi-temps. Les représentantes béninoises se sont inclinées sur un score de 5-0. Après cette défaite d'entrée, elles feront leur deuxième sortie ce mardi, leur deuxième sortie de la phase des groupes ce mardi face aux MENA scolaires du Niger. Quant au Guépard U15 scolaire, encore en attente, sinon toujours dans les starting blocks pour le coup d'envoi de la compétition au niveau des hommes. Ils feront leur entrée en compétition ce mardi à partir de 10h face aux scolaires nigériens avant de défier à 16h leurs homologues de la Côte d'Ivoire pour leur seconde sortie de la phase des groupes. Au plan national maintenant, précisément au niveau des dames, le championnat national saison 2025-2026 a pris son envol et on a déjà joué 2 différentes journées. Les vacances sportives sont désormais du passé pour les joueuses qui évoluent dans le championnat national de football féminin. Chaque club est tourné vers son objectif pour le compte de la saison sportive 2025-2026. Nous sommes mardi et le magazine de cette semaine porte sur le démarrage du championnat national de football féminin saison 2025-2026, une saison qualifiée de saison aux nouvelles perspectives.
Nouvelle saison, nouvelle formule et de nouvelles perspectives. Les joueuses qui évoluent dans le championnat national de football féminin sont de retour en compétition après les vacances sportives. La saison 2025-2026 démarre en grande pompe sur l'ensemble du territoire national avec un changement de format. La première phase en cours se joue avec 2 poules habituelles de 10 et 8 équipes. La seconde phase, celle des play-offs, va se disputer sous forme d'un mini-championnat, contrairement aux 2 dernières éditions où seules les équipes classées premières de leur poule s'affrontaient pour le titre. Pour le compte de cette saison, les premiers et deuxièmes des poules A et B à l'issue de la première phase vont jouer un play-off au terme duquel l'équipe championne et vice-championne de la première division seront celles classées première et deuxième. C'est un bon format, seulement qu'au début on va raconter les difficultés et la suite on va bénéficier de tout ça. Outre le format qui connaît un changement, de nouvelles dispositions sont aussi prises pour la saison 2025-2026. En vue de faire la promotion des joueuses locales et assurer un bon vivier national pour les différentes sélections féminines du Bénin, la Fédération béninoise de football ouvre les championnats féminins de D2 et D3 exclusivement aux joueuses U20 et U17 de nationalité béninoise. Il y a aussi le nombre de joueuses qualifiées par club qui est fixé à 30, avec la réduction du nombre de joueuses étrangères qui passe désormais à 6 par équipe. Forcément, le nombre d'étrangers qui a considérablement baissé, et nos filles se sont mises au travail et plus confiantes. Et avec les quelques étrangers, les équipes ont cherché les meilleurs plutôt, ce qui va rehausser, à mon avis, le niveau du championnat. La course à la succession de l'équipe de Sam Nelly, championne en titre de la première division, est lancée et les matchs s'enchaînent sur les différents stades du nord au sud. Pendant que certaines équipes démarrent sous de bons auspices avec plusieurs victoires au compteur, d'autres connaissent un début compliqué. Au niveau du jeu, il reste encore que la mayonnaise prenne, mais les 3 points 2 fois d'affilée, ça fait plaisir et nous contentons de ça pour le moment. On a constaté que le niveau, ce n'est pas comme les années antérieures et en même temps on va dire que c'est le début de saison. Dans le début de saison, l'intensité n'est pas toujours la même. Les équipes doivent peut-être jouer 2 à 3 matchs avant de retrouver la cohésion et tout ce qui va avec. Donc on va peut-être mettre ça sous le coup du début de saison. Mais globalement, le niveau n'est pas mal, à part 2 ou 3 matchs sur lesquels nous avons eu des scores fleuves. Le reste, c'est des scores étriqués ou parfois des matchs nuls. Avec le temps, ça va penser. Pourquoi il a dit d'ici 2 journées, 3 journées, 4 journées, ou plus 5 journées, ça va bien reprendre. Venues fraîchement de la 2e division, les filles de l'AS Cotonou découvrent le niveau de la première division féminine face aux championnes de la saison 2023-2024. Un premier gros test face à des adversaires géantes de plusieurs courses pour le titre. Les novices ont eu droit à une difficile entrée en lice pour leur baptême du feu dans l'élite du championnat national de football féminin. Au coup de sifflet final, elles concèdent une défaite 2-0. On s'était dit qu'on était prête, mais vu le match là, on n'est pas totalement prête. On doit encore faire des choses à l'entraînement. Je pense que comme c'est notre première expérience, on ne peut pas s'attarder sur ce qui n'est pas marché. C'était quelques erreurs qu'on va corriger la prochaine fois. Elles sont en apprentissage pour la plupart. Vous les avez connues il y a 3 ans, certaines il y a 4 ans quand on avait commencé tout petit. Aujourd'hui nous sommes là, mais on aurait aimé que ce soit autrement par rapport à l'histoire. C'était notre premier match en première division, on en a parlé. Mais bon, le Seigneur en a décidé ainsi, on prend cela sportivement. Début compliqué pour le club promu de la zone A. Un mauvais départ qui n'est pas une fin en soi pour l'AS Cotonou. Les ambitions restent donc intactes dans les esprits des jaunes et noirs. Tout club sérieux quand même qui vient de monter comme ça, la moindre des choses quand même c'est de jouer le maintien. Mais en même temps, on dit en mangeant l'appétit vient, on a les moyens quand même pour aller titiller, donc on va travailler
on va venir, on va pousser et on verra bien à la mi-saison ou peut-être vers la fin ce qui dira. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, on travaille quand même pour rester en première division. Pour y arriver, il faudra redoubler d'ardeur au travail et se montrer plus convaincant lors des prochaines sorties. Les objectifs de la saison 2025-2026 diffèrent d'un club à un autre. Pendant que certaines équipes affichent clairement leur appétit grandissant pour le titre, d'autres veulent se contenter de jouer le maintien dans l'élite. Mais à côté, les joueuses, premières actrices de la chaîne, nourrissent également diverses ambitions individuelles. L'objectif personnel, c'est de donner tout ce que je peux pour être au moins la seule qui sauve mon équipe de temps en temps. Mes objectifs pour la saison, je pense bien jouer. Selon moi, bon, je vais aider mon équipe à ne pas descendre, c'est tout. Chez moi, c'est de beaucoup performer, de ne pas rester à mon niveau là où je suis, de toujours évoluer, de toujours faire de bons matchs et quitter le pays. La saison 2025-2026 du championnat national de football féminin vient à peine de commencer et les équipes enchaînent les premiers matchs. Elles ont plusieurs mois devant elles, soit pour se rapprocher du titre pour certains, soulever le trophée au thème de la saison pour la plus performante et plus chanceuse, ou encore assurer le maintien en première division pour d'autres. De toute façon, la bataille de la succession de l'équipe de Sam Nelly est en cours. Cette saison. Allez, on va s'intéresser à autre chose maintenant pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. La famille du volleyball béninois était en assise le week-end écoulé pour procéder au renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball. Une grande réunion à l'issue de laquelle Alice Orakatou Yaro a une nouvelle fois bénéficié de la confiance de ses pairs et pris un nouveau mandat de 4 années. Voici les images de cette assemblée générale élective tenue samedi dernier dans la salle de conférence du stade Général Mathieu Kékou à Cotonou sous l'égide du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois. De la continuité à la tête de la Fédération béninoise de volleyball, les délégués venus de divers contrées ont donné carte blanche à Ali Yaro pour poursuivre la dynamique du rayonnement du volleyball béninois sur la scène nationale et internationale. Après le bilan des rapports d'activité morale et financière validés à l'unanimité, la phase élective a vu les représentants des différents clubs et associations donner quitus à l'équipe sortante pour un nouveau mandat de 4 ans. Large majorité pour une liste unique portée par Ali Yaro qui reçoit 185 voix pour, 0 contre et 2 bulletins neutres. Depuis un moment, nous organisons 3 ligues, la Ligue professionnelle, la Ligue nationale, la Première Ligue. Et nous sommes entendus pour professionnaliser ça encore un peu plus. Parce que même les 2 autres ligues qui sont des ligues en griffe amateurs, mais il faut les organiser de façon très professionnelle. Nos sélections nationales aujourd'hui participent à des compétitions. Nous nous sommes engagés pour être du rendez-vous de la CAN Coupe d'Afrique des Nations 2026. Et cette année, nous avons pu nous qualifier pour la Coupe du Monde de beach volleyball où nous sommes quand même sortis la meilleure nation africaine. La barre était très haute. Il est question de continuer par travailler, il est question de se donner les moyens pour continuer par travailler pour rester au sommet. C'est parti pour 4 bonnes années pour Ali Yaro et toute son équipe réélue. Cette grande assise qui a réuni les différents acteurs de la discipline a aussi été une occasion d'échange et de projection sur l'avenir du volleyball béninois qui s'articulera essentiellement autour de la perfection et des résultats. Le Bénin est en train de tracer les sillons au niveau du beach volley. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a représenté toute l'Afrique. Le Bénin a sorti la meilleure équipe africaine au niveau de ces mondiaux-là. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par l'engouement autour du président Ali Yaro
Donc ça veut dire que le travail qui est fait au niveau du Bénin, c'est un travail formidable et on ne peut que soutenir ce travail-là. Les récents résultats obtenus par nos athlètes à la Coupe du monde de beach volley en sont la preuve éclatante. Ils démontrent que notre pays dispose d'un potentiel remarquable qu'il nous appartient désormais d'accompagner et de sublimer. Les différents acteurs de la famille du volleyball béninois sont ici appelés à l'unité autour du nouveau comité exécutif pour l'exercice 2025-2029 placé sous le sceau du progrès et des résultats significatifs dans les compétitions internationales. Le chemin est long, la durée est définie et Ali Yaro et son équipe sont bien conscients qu'il faudra redoubler d'ardeur pour travailler à positionner le Bénin parmi les meilleurs au plan continental en vue de composter une place de choix sur la scène mondiale. Voilà, ça sera l'essentiel à retenir du tour d'horizon sportif de ce matin, tranquille. Candide, merci. À demain. Bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous propose de recevoir mon invité maintenant. Docteur Victor Gbedo, secrétaire général de l'UGDO, l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida et président du comité d'organisation de Glehouéhoué pour la 130e édition. Docteur Gbedo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. C'est moi et je salue tous les téléspectateurs du canal. Merci beaucoup. En tout cas, Ouida est devenu, avant d'aborder le sujet qui vous amène, Ouida est devenu, à l'espace de 2 éditions de Voodoo Days, je dois dire la capitale culturelle à la limite du Bénin. J'exagère à peine. Ça doit faire beaucoup plaisir. Absolument. Pas seulement moi, mais toutes les filles, tous les fils, les sympathisants, les amis de Ouida se réjouissent chaque année lorsque nous avons cette opportunité de nous retrouver pour vivre la fraternité, la solidarité et penser développement. Qu'est-ce que Voodoo Days a apporté vraiment à Ouida, de façon concrète? Ah, beaucoup de choses. Ah oui, comme quoi? Parce que, de toute façon, vous savez, n'est-ce pas, que c'est un événement mondial. Mondial? Oui, en réalité, qui révèle un peu cette potentialité de Ouida, surtout dans le domaine culturel et cultuel. Je crois que en termes de développement, puisque l'UGDO, nous travaillons pour le développement de la commune de Ouida, le lien est tout fait. L'impact est là. Parce que chaque année, évidemment, en dehors, n'est-ce pas, de Glehouéhoué, qui rassemble tous les fils, toutes les filles, les sympathisants de Ouida, eh bien, il y a ce grand événement qui rassemble, je veux dire, le monde entier. Et je crois, n'est-ce pas, que c'est un élément très important qui vient renforcer un peu les actions de développement de la ville de Ouida. Est-ce que ça n'enlève pas la pertinence de l'existence de votre organisation, les Voodoo Days? Pas du tout, pas du tout. En quoi que c'est différent, ces deux événements, alors, Glehouéhoué et puis les Voodoo Days, mais dans le fond? Glehouéhoué, dans le fond, Glehouéhoué, comme on le dit, c'est la fête des Ouidaniens, des Kpassévi. Vous savez, pour l'histoire, toujours la fibre de solidarité a fait, n'est-ce pas, que en 1896, les caves de Ouida, qui étaient nombreux dans l'administration du pays en ce temps, dans la capitale, Porto Novo, avait senti cette nécessité de créer un creuset pour se retrouver de temps en temps, réfléchir au développement et surtout, Ouida, cité historique, comment faire en sorte, n'est-ce pas, que la dynamique de développement puisse être maintenue. Et c'est comme ça que la première association, qui est le rassemblement des fraternels des Kpassévi, a été créée en 1896 et a évolué sous plusieurs formes de nos jours. L'Union générale pour le développement de la commune de Ouida. Comme vous pouvez constater, le centre demeure le développement. Notre cité historique, comment faire, n'est-ce pas, que les enfants puissent, quel que soit là où ils sont, dans le monde entier, puissent vraiment trouver un jour, réfléchir, poser des axes pour le développement et à travers cette dynamique, voir comment toute l'année, ça se met en place, parce que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des actions de l'UGDO, c'est pas seulement Glehouéhoué, c'est tout un programme de développement. Glehouéhoué n'est qu'une activité, mais la principale que déploie l'UGDO. Mais en dehors de ça, puisqu'on parle développement, et vous l'avez si bien dit, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de Voodoo Days, c'est un rassemblement qui va au-delà, n'est-ce pas, des enfants de Ouida, et qui également est en lien, en parfaite synergie avec le développement,
la culture, n'est-ce pas, au niveau de Ouida, qui rehausse, n'est-ce pas, ce que notre Ouida a été et ce qu'est le Bénin. Oui, mais depuis 1896, qu'est-ce que vous avez appelé à apporter de façon fondamentale au développement, puisque c'est le développement, vous parlez tout le temps, au développement de la ville de Ouida ou de la commune de Ouida aujourd'hui? Oui, en fait, il faut dire que très tôt, les enfants de Ouida se sont rendus compte, n'est-ce pas, que le défi majeur que nous devons relever pour le développement, c'est d'abord l'unité. Parce que en réalité, Ouida, on ne peut plus en douter, nous avons des potentialités sur le plan touristique, je vais dire écotouristique, sur le plan culturel. C'est une ville de diversité, d'opportunités, Ouida. Mais ce qui peut être l'entrave principale, qui peut empêcher Ouida, n'est-ce pas, de jouir de ses potentialités, c'est la division. Et c'est pourquoi l'UGDO, comme vous l'avez bien compris, la première lettre c'est U, c'est l'union. Donc le défi de l'union demeure à travers toutes les actions menées par l'UGDO, à commencer par les Huehue, rassemblement, solidarité, fraternité. Nous posons, n'est-ce pas, les bases pour que les enfants de Ouida se retrouvent, se parlent, réfléchissent ensemble et apportent leur contribution pour qu'en réalité, on note l'amélioration des conditions de vie de nos frères, de nos enfants qui sont à Ouida, qui sont dans le monde entier. Et c'est cela, parce qu'en réalité, le GDO, son premier objectif, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, le développement socio-économique, touristique, n'est-ce pas, de Ouida, et promouvoir la fraternité, ce sont les actions phares, n'est-ce pas, de l'UGDO. Et quand la question que vous posez, je voulais juste dire, n'est-ce pas, que c'est des préalables. C'est des préalables, des conditions à créer pour que vraiment on puisse vraiment mettre en synergie tout ce qu'on a comme ressources humaines, comme potentialité pour que Ouida puisse vraiment rester dans la dynamique du développement. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'avoir progressé sur le chantier de la création de l'union, de l'unité au sein des fils et filles, parce qu'on a toujours ces échos que ça ne s'entend pas, surtout entre cadres où les partis politiques parfois interviennent aussi, les associations peuvent se déchirer entre elles. Vous avez vraiment fait du chemin là-dessus là? Absolument, ah, absolument. Oui, en fait, aujourd'hui, si vous avez l'habitude, n'est-ce pas, même que ce soit le week-end ou ces événements, vous allez voir, n'est-ce pas, que de plus en plus, les enfants de Ouida, ils prennent l'habitude, n'est-ce pas, de revenir à Ouida, de s'installer à Ouida, de pouvoir vivre en famille, créer l'harmonie. Non, c'est parce que je voulais dire, ce que je crois que tu es bien placé pour savoir, n'est-ce pas, que la question que tu poses n'est pas typique pour Ouida. Oui, toutes les régions, n'est-ce pas, du Bénin ont besoin d'unité. Même le Bénin tout entier a besoin, n'est-ce pas, d'unité. Oui. Mais déjà, nous prenons, n'est-ce pas, le problème à l'échelle de notre ville historique, Ouida, de ce que Ouida a été et ce que Ouida doit être dans le développement, n'est-ce pas, de notre pays. Les enfants de Ouida ont pris conscience qu'en réalité, il faudrait réellement que nous puissions travailler à cela. Et je dois te dire, n'est-ce pas, que depuis des années, c'est un plaisir aujourd'hui pour ceux de Ouida, n'est-ce pas, de pouvoir venir chez eux. Et comme tu seras avec nous le week-end prochain, tu verras, n'est-ce pas, ce monde-là. Et l'harmonie, cette harmonie qui se met en place, ce n'est pas définitif, mais ça se bâtit, ça se consolide. Et je crois que nous sommes fiers aujourd'hui qu'on progresse sur ce chemin-là. On va en tout cas espérer que vous renforcez davantage les succès sur ce chantier-là. Mais quand on évoque le GDO, on a souvent l'impression que c'est pour uniquement les gens de Ouida Centre. Ah non, absolument. Tu as bien fait, n'est-ce pas, de pouvoir faire cette remarque. En réalité, on a dit ce mouvement a commencé depuis 130 ans. Et on a connu, n'est-ce pas, des difficultés. Mais aujourd'hui, par exemple, vous savez, il y a des étapes très importantes. Il y a par exemple 1985 où il y a eu vraiment une réforme par rapport au développement, n'est-ce pas, de l'UGDO, où le nom Union Générale pour le développement de Ouida a été retenu. Et tu dois remarquer, n'est-ce pas, que on a parlé de l'Union Ouida, mais lorsqu'on a fait le congrès de refondation le 4 décembre 2021, eh bien, le problème que tu viens de poser, il y a beaucoup qui ne se retrouvaient pas, n'est-ce pas, dans cette union, parce que
ils sont peut-être de Kwaou, ils sont peut-être d'Avlekete, ils sont peut-être, n'est-ce pas, de Djegbadi, etc., où les enfants de Ouida ont décidé à ce congrès de refondation du 4 décembre 2021 d'ajouter à l'Union générale pour le développement de Ouida, Union générale pour le développement de la commune de Ouida. Et je t'ai remarqué que la commune, ce n'est pas seulement les 4 arrondissements centraux. Il y a maintenant les 10 arrondissements qui va de Bazonkpa jusqu'à Blekete, etc. Donc, toute la commune de Ouida a été prise en compte pour qu'en réalité, et aujourd'hui, on vient de partout, de tous les arrondissements. L'UGDO a des sections d'arrondissement dans chacun des 10 arrondissements de Ouida et qui travaillent avec la jeunesse, les femmes, les groupes organisés, les artisans, les acteurs culturels pour qu'en réalité, la fête soit la fête de tous. Justement, vous avez parlé de fête. J'ai aussi l'impression que quand on dit Gléroué, enfin, l'UGDO, ça se limite essentiellement à Gléroué, qui est un rendez-vous annuel de fête et de redécouverte des cultures et des valeurs de Ouida. Ça devrait aller au-delà de ça, non? Oui, et ça va au-delà de ça. Vous savez, j'ai dit, nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, d'amélioration, d'innovation, etc., etc. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les activités de l'UGDO ne se résument pas à Gléroué. Vous voyez, déjà le vendredi prochain, à 9h au CCRI, il faut le dire que ça commence demain, c'est ça? Oui. Donc, il y a l'Assemblée générale, n'est-ce pas, de l'UGDO, où déjà nous sommes en train de penser à 2026. Et il y a toujours un plan d'action qui est élaboré et qui couvre toute l'année, les activités de l'année. L'UGDO a son siège. Il y a des ressources humaines qui sont là et qui sont de façon permanente de janvier à décembre. Donc, je dis, n'est-ce pas, que dans le plan d'action de l'UGDO, il n'y a pas que Gléroué, mais il y a beaucoup d'autres actions à travers, n'est-ce pas, les sessions d'arrondissement. Et c'est à ce niveau, n'est-ce pas, même que les problèmes de développement sont identifiés à la base et remontés pour qu'en réalité, on puisse les intégrer et formuler des projets et chercher, n'est-ce pas, des ressources et pouvoir mettre ces projets vraiment en œuvre. Et c'est pourquoi à chaque édition, n'est-ce pas, avec le Kwekwe, en marge de la festivité, il y a toutes ces actions, ces infrastructures socio-communautaires qu'on met à la disposition des populations, etc. Donc, l'UGDO, c'est Union pour le développement. S'il y a 3 choses qui, comme dans l'objectif de l'UGDO, c'est le développement et c'est encore le développement. Allez, concentrons maintenant sur Gléroué. Là, ça va se passer comment cette année? Vous voulez mettre l'accent sur quoi? Au Gléroué 2025, comme je l'ai dit, chaque année, on essaie, n'est-ce pas, d'innover un peu. Et ça va couvrir, n'est-ce pas, de 3 au 8. Parce que ça tourne autour de 8. Et le 8, aujourd'hui, maintenant, c'est un lundi. Donc, en réalité, nous commençons le mercredi prochain. Et c'est un programme très alléchant. D'abord, le mercredi, nous commençons d'abord par les questions d'environnement, les questions de mangrove. Nous faisons des plantations, l'entretien, n'est-ce pas, et tout ce qu'on met en place. Et ensuite, maintenant, la campagne de salubrité dans tous les arrondissements. On commence par là. Et à 15h, nous avons, n'est-ce pas, une foire des artisans. Et tout ce qu'il y a comme savoir-faire, n'est-ce pas, de nos artisans, eh bien, sont exposés sur l'esplanade, n'est-ce pas, du Fort Français de Ouida. Et ça va durer tous les 5 jours. Mais en dehors de cela, toujours, n'est-ce pas, pour le mercredi, nous avons le concours intercollège de panégyrique, où nos enfants, évidemment, pour notre patrimoine, ce plan est valorisé. Et il y a un concours qui est organisé par rapport à ça. Il y a l'allumage de la flamme de l'espérance avec tous les enfants de Ouida. Et ensuite, maintenant, il y a la soirée avec les animations folkloriques, culturelles, etc., etc. Et le vendredi, comme je l'ai dit, dans la matinée, nous sommes à l'Assemblée générale pour réfléchir au développement. Et dans l'après-midi, on est dans des collèges pour pouvoir remettre, n'est-ce pas, les infrastructures à un certain nombre, n'est-ce pas, d'arrondissements. Et ensuite, maintenant, le samedi 6, c'est le grand jour, la fête même, où, n'est-ce pas, déjà à 8h, nous sommes en place sur le site de Gléroué, avec tout ce qu'il faut pour accueillir tous ceux qui vont venir, non seulement des départements du Bénin, de Cotonou, mais aussi de la diaspora, et qui vont être accueillis, installés, et avec des animations et la fête, si comme les années passées, ça va être vraiment très très alléchant parce qu'en réalité, il y a des artistes, il y a des ballets, il y a, n'est-ce pas, des animations culturelles, etc.
Et nous allons passer à l'événement, les mets locaux. Et c'est un peu ça la particularité cette année. Nous avons toutes les femmes, en fait les femmes de Ouida, les artisans sont mobilisées, sont en train de nous préparer de très bons mets. Il y a quoi à manger à Ouida? Il y a tout ce qui est terroir. Il y a de lélé, il y a de doé, il y a de wisoja, il y a tout ce qui concerne, n'est-ce pas, une panoplie, n'est-ce pas, de mets qui sera mis à la disposition, n'est-ce pas, de nos participants. Et je pense que la fête va durer juste dans la soirée. Un mot pour finir, docteur. Oui, un mot pour finir. D'abord, vous remercier pour la contribution par rapport au développement, je vais dire, parce que par ce canal, nous voulons rappeler, n'est-ce pas, à tous que c'est à partir de mercredi prochain, Glewekwe 2025, et nous invitons tout le monde, parce que lorsqu'on parle de Glewekwe, ce n'est pas seulement les Glewekwe, mais c'est les sympathisants, les amis. Si vous avez une femme, n'est-ce pas, Ouida, si vous avez des amis. Il y en a très belle à Ouida, en effet. Voilà, donc si tout ça, c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, avec nos enfants, de vivre la fraternité. Et c'est formidable. J'espère, n'est-ce pas, que on peut manquer sous aucun prétexte ce grand événement. Faites une belle campagne en tout cas. Merci beaucoup à vous, docteur Victor Guendo. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'UGDO. L'UGDO, c'est l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida. On parlait justement de votre événement. Merci d'être passé par ici. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, dans la suite du menu d'actu matin, je vais revenir vous parler justement d'une autre ville historique, puisque nous venons de parler de Ouida. Je vais vous parler d'Abomey, mais pas d'Union là-bas, mais plutôt retracer l'histoire d'une caste. Celle-là où on se charge justement du maniement du fer chaud. Comment est-ce que ça peut se faire? En tout cas, gardez vos positions. En attendant, je vous propose qu'on passe justement à Santé Matin ce matin. Après justement santé, je vous rappelle qu'on aura notre moment de débat avec les débatteurs. On va évoquer la question liée aux législatives avec les 5 partis politiques désormais désignés pour participer à la compétition électorale. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a publié hier, 1er décembre 2025, la liste des partis retenus pour la compétition électorale de janvier prochain, en ce qui concerne donc les législatives. Et on a Mouel Béné et les démocrates qui se retrouvent justement aux côtés de FCBE, BR et UPR, ceux-là habitués justement à se retrouver à cette étape-là depuis le début du processus des élections générales. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, voici donc la page santé avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on va s'intéresser un peu à une actualité qui est passée hier. Le monde entier qui s'est mobilisé justement autour de la question de la lutte contre le VIH-Sida. Ça fait bien des années, des décennies, qu'on se mobilise là-dessus pour contrer le mal, et même si on en parle de moins en moins, il y a quand même que le mal persiste toujours, il existe toujours. On va faire un petit point aujourd'hui de là où on en est justement par rapport aux différentes campagnes de sensibilisation et de lutte. Exactement Tanguy, chaque 1er décembre, la communauté internationale attire l'attention sur la persistance de ce mal. Elle rappelle à travers cette journée mondiale que le sida existe toujours et que les moyens de prévention sont toujours d'actualité. Au-delà de ce rappel important, la journée du 1er décembre rend hommage aux millions de vies perdues et c'est un moment crucial également pour évaluer les progrès et surtout pour galvaniser les efforts futurs. Le thème de cette année est surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Ce thème rappelle que les crises sanitaires, sociales ou économiques peuvent ralentir la lutte contre quelques maladies que ce soit, et le sida aussi. Mais il invite surtout à innover et à renforcer les actions pour atteindre l'ambitieux objectif de 2030 qui est de mettre fin à cette épidémie. La riposte est aujourd'hui une équation de 3 variables, à savoir le dépistage, le traitement et la lutte contre la stigmatisation. Les chiffres de l'ONU-SIDA et de l'OMS pour l'année 2024 sont bien encourageants sur le long terme et ils montrent
et encore un chemin critique à parcourir. À la fin 2024, donc, on estimait à près de 40,8 millions de personnes qui vivent encore dans le monde avec le VIH-Sida. Et toujours en 2024, 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées. Ce chiffre a diminué de 40% depuis 2010, mais il est encore loin de l'objectif de 2030. Et heureusement, grâce au traitement antirétroviraux, le nombre de décès liés au sida a drastiquement chuté. Et donc, on constate qu'aujourd'hui, les gens qui sont infectés du sida n'ont plus vraiment peur de la mort parce qu'ils savent que s'ils suivent bien leur traitement, ils peuvent encore vivre très longtemps. On est à 630 000 personnes qui sont décédées de cette maladie en 2024. Alors, le monde peut cependant se réjouir de l'accès au traitement qui est l'une des plus grandes victoires. 31,6 millions de PVVH a accès au traitement antirétroviral en 2024. Ce qui est sûr, les statistiques auraient augmenté en 2025. On attend que les chiffres sortent. Soient actualisés. Voilà. Donc, c'est un immense progrès. Et au Bénin, si l'épidémie est dite concentrée ou à faible prévalence dans la population en général, la vigilance doit rester absolue, notamment auprès des populations les plus vulnérables. Selon les dernières estimations de l'ONU-SIDA sur le Bénin en 2024, on estimait à 110 000 adultes et enfants qui vivent avec le VIH-Sida. Le tout ensemble, donc, on a vraiment évolué et la prévalence est de 0,7% entre les adultes de 15 à 49 ans. Donc, ça a également drastiquement chuté. Voilà. Comme souvent en Afrique subsaharienne, les femmes sont les plus touchées. On estime à plus de 40 000 le nombre de femmes de 15 à 49 ans qui vivent avec le sida. Aujourd'hui, compte 23 000 pour les hommes. Et en ce qui concerne l'accès au traitement, le Bénin affiche une couverture de 87% des PVVH qui connaissent leur statut et qui sont sous traitement. Il y en a qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Et les campagnes qui sont en train d'être menées visent vraiment à ce que tout le monde se fasse dépister et ait conscience de son état sérologique afin de commencer par sur un traitement antirétroviral. Cependant, la stigmatisation et la discrimination restent vraiment des défis à relever parce que, vous savez, dans notre communauté, quand on apprend que quelqu'un a le sida, on a beaucoup ont tendance à vouloir s'éloigner d'eux, alors que le sida, n'est pas une maladie contagieuse. C'est sexuellement transmissible. C'est transmissible par le sang. Mais cela ne veut pas dire que par le contact direct, on salue quelqu'un, on a le sida, on mange avec la personne, on a le sida, on utilise le même espace que la personne, on a le sida. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore allés au-delà de cela. Et aujourd'hui, ces personnes sont toujours stigmatisées et discriminées dans nos sociétés. Donc, le combat, c'est d'essayer vraiment de lutter contre cela afin que ça diminue également comme les chiffres. Alors, des études récentes montrent que ces freins socio-culturels peuvent entraver l'accès au dépistage et aux soins. Et c'est vrai. Moi, je peux ne pas vouloir aller me faire dépister parce que je me dis que si j'apprends que j'ai le sida, ma famille peut s'éloigner de moi. Et même pour aller aux soins, on a tendance à vouloir éviter les regards pour aller prendre le traitement. Si je vais là, on saura que c'est parce que j'ai le sida que je suis en train d'aller à ce service-là du CNHU, à ce service-là de l'OMEL. On me voit en train de prendre un antirétroviral. Cette personne souffre de sida. Il faut que je m'éloigne d'elle. Donc, c'est vraiment un frein au dépistage et au traitement. Donc, il faut que le Béninois, la communauté, intègre que le contact n'est pas un moyen de transmission du sida. Le contact direct, je veux dire, n'est pas un moyen de transmission du sida et qu'on puisse dépasser cela. Alors, on retient donc que le VIH est aujourd'hui une infection chronique gérable avec la science parce que les personnes sous antirétroviral avec le nombre d'années, s'ils suivent bien le traitement, voient leur charge virale supprimée et c'est possible même qu'ils ne le transmettent pas à une autre personne. Donc, avec la science, les choses évoluent vraiment et on peut vivre longtemps et en bonne santé avec le sida. Et il faut donc que chacun puisse se dépister, surtout s'il ne l'a jamais fait,
Il faut connaître son état sérologique parce que c'est la clé de la prévention et de la longévité. Et si on est séropositif, le suivi régulier et religieux du traitement est la garantie d'une bonne santé et de protection de notre entourage. Il faut rejeter la stigmatisation, comme je l'ai dit. L'inclusion et le soutien sont les plus puissants remèdes sociaux. Ne pas laisser les perturbations, comme le dit le thème, ralentir nos progrès. Et en tant que citoyen du Bénin et du monde, notre engagement, la tolérance, les responsabilités sont essentielles pour qu'ensemble on puisse transformer la riposte contre le sida. Donc, à l'occasion de cette journée mondiale, le Bénin souvent consacre une quinzaine à la lutte contre le sida au mois de décembre, donc du 1er au 15 décembre, pour sensibiliser vraiment contre surtout la stigmatisation et appeler les gens à aller se faire dépister. Et en septembre dernier, il y a le PSLS avec le ministère de la Santé qui a lancé une campagne pour la sensibilisation sur le VIH pédiatrique. Parce qu'on constate que beaucoup d'enfants, parce que ce sont des enfants et leurs familles n'ont pas conscience de leur état sérologique parce que c'est une transmission de la mère à l'enfant si la mère ne s'est pas fait dépister quand elle est enceinte, parce que ce n'est pas une obligation. Quand une femme enceinte rentre dans une formation sanitaire, on lui demande si on peut la dépister au VIH. Donc aujourd'hui, la majorité des femmes enceintes acceptent de se faire dépister. Ce qui fait que le VIH pédiatrique est en train d'être vraiment contrôlé aujourd'hui. Donc en septembre, la campagne a été lancée sous le thème « Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin ». Et ça couvre 12 mois. Donc la campagne est toujours en cours et on invite tout le monde, jeunes, enfants, vieux, à se faire dépister au cours de ce mois. J'avais cru que c'est privilégié. C'est une campagne en direction des enfants, des femmes enceintes. Enceintes et des enfants. Mais il faut profiter pour également se faire dépister quand on est homme, parce qu'on est censé avoir des enfants aussi. Donc, on peut transmettre la maladie à sa femme qui, par la suite, peut la transmettre à l'enfant. Donc, tout le monde doit se faire dépister et avoir conscience de son état sérologique parce que le traitement aujourd'hui, la prise en charge au Bénin est vraiment une action allouée et c'est vraiment facile. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Dès que vous entrez dans une formation sanitaire, il y a des personnes formées à cet effet qui vous reçoivent et vous avez le traitement qu'il faut et sur la période qu'il faut parce que les antirétroviraux sont disponibles. Il n'y a pas rupture. On ne parle pas de rupture en termes d'antirétroviraux au Bénin et on a l'assurance par rapport à cela. Et j'invite nos téléspectateurs à suivre ce soir l'émission Capital Santé qui a été réalisée à cet effet avec le coordonnateur du programme santé de lutte contre le sida au Bénin. Merci beaucoup Esther. Merci à vous. Le rendez-vous est pris. 21h sans faute. Exactement. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, la promesse est une dette. Je vous avais promis de vous emmener à Abomey découvrir une caste. Il s'agit de sel des forgerons. On les appelle là-bas les ayators. Mais c'est surtout les rotondis qui sont connus justement pour le maniement du fer chaud. Et quand je vous parle de maniement du fer chaud, c'est vraiment le maniement des hommes capables en tout cas de côtoyer le fer qui rougit dans le feu et de transformer justement ce métal et bien d'autres métaux en divers objets, notamment d'art, notamment de parures. Mais avant justement de faire dans les parures et dans les articles, mettons, artisanaux, le métier était justement destiné aux temps anciens à l'activité de réalisation d'armes de guerre et d'outils aratoires. Comment est-ce qu'on est passé justement de cette étape à celle qu'on connaît aujourd'hui et que devient le métier au sein de ces rotondis-là qui sont devenus de grands intellectuels et qui sont passés notamment au métier moderne et plus intellectuel? Eh bien, élément de réponse dans ce magazine-là. Abomey, le plus célèbre de la ville historique du centre Bénin. Un quartier rendu très populaire par une collectivité tout aussi célèbre qui s'y est établie depuis la nuit des temps.
Il s'agit des rontons plus grands. C'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours un... Nous sommes il y a pas pas yo mais pour des défis yo et le qu'on content ici pour du pont et non content ici pour il faut pas né deux pont on m'a sorti pe dia on e ka do to onu ko nu yo e no le play mais fi be on a chat bo to le bo flé content lié on et en obé c'est ni yo ni jawo yo e na so pa mi no bedi. La forge est organisée en plusieurs ateliers, dans un espace d'entre 10 et 12 mètres carrés environ. Maintenant c'est bon maintenant con kandi maintenant fa ti ha di e ko ha bu abu ton de ko ha ba fi e le na mo de ne e o mi no ko mettre kilo de mi no ko it dépend des n'emplois de si nous avons. C'est un travail à la chaîne. On peut l'engager tout seul, ce qui oblige à parcourir l'ensemble des ateliers nécessaires à la fabrication de l'objet. Parfois, on peut aussi s'entendre et faire le travail en équipe, avec d'autres personnes avec qui on partage les charges et les bénéfices à la fin. Nous disons libé. Eh a bien le laisser à la cellule monti a bien moi et la mère. Et des limons lopa. Et si on a tout beau ya. Et deux trois côtés ya. Et des petits ya. Et des mieux fait. Nous t'entendons la fille. Assez des bons. Et moi si vous sont pour faire mener à mon fils et ils sont et le fils il faut faire des trois côtés des plats des ronds ils m'ont coupé là et des tenus ronds et pour le corps non il doit attendre et une bonne plat pas disons exposé il doit attendre et le fils de moi il va bien oui non il faut la vidéo moi 5 000 euros yon alors quoi ma blé de ya et toi que de quoi là de pas le quoi hein vous voyez là attends bien dit on vous va de contrôle de paye
Donc, on a un coulage à lui le temps, on a besoin attention à 10 millions. Donc, on a souvent quand millions de temps. Le forgeron est au contact quotidien de la chaleur, puisqu'il doit travailler à redonner diverses formes aux métaux. Cela passe par une première étape de la formation du prototype de l'objet à fabriquer et du choix de la matière à utiliser. Il a coulé à l'huile de fille, mais on l'a coulé cuivre de fille. Non, on dit rien. Et le corps là, il s'offre la fou. Le corps là, il a dit, on million. À mon là, le vrai. Bon, fille, mon là, le temps, c'est un coup à beau, mon coulé. Bon, mon rouge liquide, le bois, 6 candis, le. Et dans le y a des filles. Vous êtes quoi dans ce temps? Et à ce tour, dans mon temps, les quoi, il va le couper bon et bouger le chaillot. Et qu'on fait le et la toto. De la fa. Nika kula na blow ni no tibo ko no leko e mai sa blow na ten ya aka blow ko leko do yo so ko to ma mi abo ni o ji diali asisi ga bo ko kombino agri obi ko to ko to ma mi aka ji abo na asisi ga agri pour que mes carrés mia, bien les bien bien disent voir c'est ce quand pour les doivent dire et les tirer na tio et aller voir et si wa ki ba fort et si wa ki mo ti a filo le na wa mi ni Tagomi to le ko sukota fi o société dako le bebe kan ko ibele yo e yen fi bo mo kan lo ti bo mo lo ti yo aso anti we o e na ba da heka buti ande o e te wa jo ko hu ji yo wa je biteji e je biteji yo me le ti ro ye te ya yi mo ko bo no asaru e gbe ga me le ri so fi yan mama ka mi pe mi wa so na da yo mi no ka ba di kon radiateur blé au robinet blé et bien les bon mais moi il est monsieur mais il a d'après tout. Si le métier a résisté au temps et traversé de nombreux siècles, il a perdu un peu de sa superbe. Les produits finaux ont gardé leur forme artisanale et les jeunes héritiers sont de plus en plus tournés vers des métiers plus modernes, moins exigeants, plus intellectuels. Ceux qui y sont encore, ils sont en attendant mieux.
Benny, merci. Au pot de où? Voilà, t'as mis tout. Ni ko fle sa. E ye joy yo, we a so me pe yo a so me go mi yo. Se jen bi yo ne. Fle ba ni de bo kasi, bo bi bi. Bi. Ka je gbe tin. Ni du jen ni. Go yo. E ma bi yo me. No je tonton ji. O je ko ta ko mo je so ba ya so na. E activité de bo, ko na ton de bo. E da ko ti ko e da so ba ya. Si certains y sont encore attachés, c'est certainement parce que le métier représente une source importante de revenus, le plus souvent la principale. Mais c'est aussi pour sauvegarder un savoir-faire multiséculaire qui est la marque distinctive d'une collectivité dans une société fortement castée. Donc, à Caï, tu as continué, était dans le camp fort. Ah, quand on dit, mais à quoi il faut m'apprendre, mais comment aller? Et non, ma côté au filet, ma bien, et moi, et la tirée de main. Ah, ma, alors, t'as tout ici, pour ton divin, pour ça, pour ton divin. Car nous, notre année, à un fille, en deux filles, pas au fille, à un fille, vous fille. Ada ko tani vio ya fili fito na bro. Ada ko tani vio fito na fili mi tie yo. E na bro. Mais da ko tani vio ça c'est quoi? Wa so te ka atati wo mo aro fito pon ya de wo jan yin. Wo si bro wa. Devenue une collectivité de grands cadres et d'intellectuels, les Huntondi continuent malgré tout de travailler le fer, mais plus à l'échelle aussi élevée que par le passé. Sollicité hier par le roi d'Abomey pour l'équipement de son armée, tout l'arsenal de guerre, mais aussi pour la mise au point d'outils aratoires, les ayatollahs sont de moins en moins visibles aujourd'hui par leur métier, réduit essentiellement à la fabrication d'objets de parure et pour des besoins ponctuels liés au travail de métal. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui.
oui. C'est comment vous faites? le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis, ça fait Zogla dance. Voilà. La passion du foot ne s'éteint jamais. On se prépare, on y croit, on vibre. Parce qu'être supporter va au-delà d'un match. C'est porter nos couleurs haut. Et quand vient le moment de célébrer, ça danse de bien. Il reçoit le ballon. Hop là, petit pont magnifique. Il élimine 2 défenseurs. C'est le but. Quel but extraordinaire. Quel talent exceptionnel. La magie du football. Comme vous, la Béninoise se met en maillot. Découvrez la toute nouvelle étiquette spéciale et vivez les émotions du foot. La Béninoise, la fierté du Bénin. Même un petit geste peut changer une vie. On n'a pas besoin d'être riche pour donner. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Vous pouvez donner, mais aussi simplement partager le message autour de vous. Chaque action compte. Ensemble, faisons rayonner le cœur des enfants par notre solidarité et notre amour fraternel. Qu'un seul album de moi est vendu, je donnerai la dîme de la vente à SOS Village d'Enfants. Promis un débat autour justement des 5 listes validées par la Commission électorale nationale autonome pour la compétition électorale de janvier prochain, notamment pour ce qui concerne les législatives. Eric, bonjour. Ah, Ulrich. Bonjour. Bonjour. Voilà maintenant que je confonds mes débatteurs. Franck, bonjour. Bonjour. Vous au moins, je ne vous perds pas de vue. Merci d'être là pour qu'on discute. On a 2 axes autour desquels on va échanger un peu. Le premier axe, c'est de constater déjà qu'il y a 2 intrus qui se sont retrouvés à ce niveau donc maintenant du processus depuis qu'on a engagé cette affaire donc d'élection générale après la présidentielle où FCBE, BR et EUP se sont retrouvés jusqu'à cette étape. Après les communales où FCB, BR et UPR se sont retrouvés à cette étape. Il y a maintenant que nous avons les législatives où enfin 2 intrus se retrouvent à accompagner les 3 précédents partis politiques. Je veux parler de Mouel Béné et de la démocrate. Analyse, Franck? Oui, je me réjouis d'abord de savoir que ces partis-là ont pu remplir les formalités et ont reçu les récépissés pour prendre part à cette compétition, les législatives de 2026. C'est déjà la preuve que nous avons encore, le respect du pluralisme qui est un principe fort en démocratie où lorsque vous êtes prêt, vous êtes quitte devant la loi, c'est que vous pouvez prendre part à des compétitions électorales. C'est dommage que pour les autres étapes, je veux parler de la présidentielle, des communales, que certains partis a été recalé pour n'avoir pas rempli certaines formalités, mais cette fois-ci, c'est chose faite. Et donc, nous avons 5 partis au total qui doivent compétir pour les législatives. C'est une bonne chose et cela dénote encore de la vitalité de notre démocratie puisque nous aurons une compétition ouverte, un jeu assez ouvert pour ces partis-là. Chacun pourra aller sur le terrain pour démontrer de quoi il est capable en tant que parti politique, vendre son projet de législature, cette offre de législature pour convaincre les populations à pouvoir voter, lever des sièges à l'Assemblée nationale. Nous aurons donc
une compétition à plusieurs visages où la FCBE qui n'était pas là dernièrement, les démocrates, les partis de la mouvance également, et puis Moël Bénin qui doit maintenant montrer également de quoi il est capable en tant que parti politique à ancrage national. Je pense que pour ma part, c'est une bonne chose et nous allons avoir sur le terrain d'abord par rapport à la campagne, nous aurons plusieurs voix et nous pourrons, on donne la latitude aux citoyens de pouvoir choisir ceux qui veulent qu'ils les représentent au Parlement. Pour moi, c'est une bonne chose. Loïc? J'aimerais, moi, d'abord vous demander pourquoi vous parlez de deux partis intrus. Ce sont des partis et j'ai expliqué, j'ai dit que depuis le début du processus qui a engagé les élections générales, il n'y a que 3 partis politiques qui sont arrivés à ce stade-là. J'ai parlé de la présidentielle, j'ai parlé des communales, et je dis que c'est la première fois qu'on a 2 autres partis qui accompagnent justement ces 3 premiers partis que j'ai cités jusqu'à cette étape du processus. Oui, c'est vrai qu'ils ont toujours participé jusqu'à un certain niveau, mais n'ont pas toujours rempli les conditions qu'il faut, parce que souvent déclarés... souvent leurs dossiers se sont déclarés non conformes aux critères demandés par la Sénat. Déjà, il faut louer le fait que nous aurons beaucoup plus de partis dans cette compétition. On sait que dans la représentation nationale au jour actuel, il n'y a pas le parti FCBE. Donc le parti FCBE a un challenge devant lui. On sait que le parti Les Démocrates a voulu être aux élections présidentielles, mais n'a pas pu y être à cause du problème de ces dossiers. On a vu ce qu'on a su. On a suivi de très près ce qui s'est passé. On a vu également le parti Moël Bénin qui n'a pas pu être aux élections communales parce que nous avons vu également qu'il y a eu un problème de dossier. C'est déjà bien que quelque part ces partis aient pu véritablement corriger ceci pour que leur dossier passe. C'est la preuve que quand les dossiers sont dans les normes, la Sénat confirme. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le fond maintenant à la qualité de la compétition électorale, Franck? Oui, beaucoup de choses. Il y a une diversité désormais. Vous savez, lors des élections dernières, enfin avant 2023, on a parlé de parlement monocolore. Et en 2023, nous avons eu quand même les démocrates qui ont levé des sièges au niveau donc du Parlement. Cela a donné lieu à des débats entre mouvance et opposition où on n'a plus une voix unique au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, le nombre de partis augmente et donc si ces partis-là, ces formations politiques travaillent bien, c'est que nous aurons au-delà de BR, UP, nous aurons au-delà peut-être des démocrates, nous aurons Moël, nous aurons FCBE, je n'en sais rien, c'est les résultats qui vont dire. Donc si tous ces partis-là arrivaient à pouvoir faire de bons scores sur le terrain, c'est que nous aurons un Parlement assez représenté de par la diversité et la multitude des partis politiques. Pour moi, ça va changer la qualité et les discours sur le terrain. Nous aurons droit à plusieurs discours. Ce ne sera plus, écoutez, ils sont venus parler de talent, ils sont venus parler de Yahi et tout. Moël Bénin peut nous proposer autre chose. La FCBE doit pouvoir nous proposer autre chose. Et peut-être même au niveau du parti Les Démocrates, le discours peut changer parce que ce n'est plus le même contexte que 2023. Le contexte a changé. Là-bas, on avait UP, BR contre les démocrates. Aujourd'hui, il y a d'autres dynamiques qui entrent en jeu. Et là, il faut revoir les stratégies. On en parlera certainement tout à l'heure. Il faut revoir les stratégies. Vous voyez tout cela, l'effervescence que ça va donner. Les populations également vont se sentir comptées parmi ce processus, vont se sentir impliqués dans ce processus parce que chacun trouvera son compte. Ceux qui sont de Moël Bénin, ceux qui sont de Les Démocrates, ceux qui sont des autres partis de la mouvance et même de la FCBE, qu'on n'a pas vu dernièrement. Et donc, tout cela va changer la qualité de la compétition et même baisser un peu, disons, cette atmosphère-là qui régnait où on dit on a éliminé ici, on n'est pas content, où les gens exprimaient ouvertement leur mécontentement. Ça va baisser un peu le mercure et nous aurons quand même une bonne fête, pourquoi pas. Le riche. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et déjà, je me dis, il y a 4 partis
l'un de l'opposition et 3 autres de la mouvance qui ont signé un accord de gouvernance. Donc ce quatuor part déjà avec un jeu plus fluide. Et le 5e, qui a refusé de signer des accords de gouvernance avec les autres partis, risque de déployer plus d'efforts pour pouvoir être éligible justement à la répartition des sièges. Donc je pense que quelque part nous aurons un quatuor qui aura plus de fluidité pour la répartition des sièges, justement pour avoir le quota qu'il faut, pour avoir droit à la répartition des sièges. Il y a un autre qui doit déplacer, le 5e, qui doit déployer plus d'efforts, je vais parler des démocrates, qui doit déployer plus d'efforts pour avoir justement droit à la répartition des sièges, parce qu'il faut d'abord justement avoir cette possibilité. C'est comme un double pass, dont le premier pass est là comme un enjeu fondamental. Donc, il est obligatoire aujourd'hui pour les démocrates de déployer beaucoup plus de moyens sur le terrain au plan national pour véritablement avoir des chances de réussir. Le deuxième axe, c'est celui concernant justement l'affaire des 20%. Patrice Talon a juré par toute sa connaissance et sa maîtrise du monde politique et des enjeux politiques qu'il n'y a aucun parti politique qui pourrait réunir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Votre analyse, est-ce que les démocrates ont de chance d'y arriver? J'ai même peur, ces propos de Patrice Talon, si nous n'arrivons pas, aucune formation politique n'arrive à remplir C'est un échec pour la réforme du système partisan qui existe depuis longtemps. Et puis ce sera du gâchis pour notre... nous aurions dépensé de l'argent pour organiser des élections pour que des partis politiques ne parviennent pas à remplir cette formalité. Je pense que l'introduction de cette nouvelle donne-là, les 20%, l'équation des 20%, rend encore plus technique la compétition. Vous voyez ces partis-là qui s'alignent, chacun voudra tirer sa part. La FCBE, qui reste un parti qui a encore beaucoup de militants, enfin des militants dans le Bénin. Aujourd'hui, ces militants-là seront plus ou moins bousculé par les autres partis, le parti Les Démocrates qui va vouloir conserver ses bastions et tout, UPR, BR également, surtout UPR qui va vouloir rester le parti, le grand parti du Bénin pour si on s'en tient au dernier score des dernières élections. Et donc, ça va être vraiment très compliqué. Mais si à l'arrivée, nous n'avons pas de partis qui puissent avoir les 20% dont il est question, ça va être compliqué. Et je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ce passage de la loi, ce qu'il va advenir du processus électoral. Est-ce que nous allons tout reprendre à zéro? Est-ce que nous allons nous en tenir aux décisions de la Cour? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais mon souhait est que, au thème des élections, que nous ayons quand même des partis politiques qui puissent avoir ces 20%-là pour que nous puissions passer à autre chose. Sinon, ce qu'on rêvait, ce qu'on recherchait en couplant les élections, en faisant des élections générales, ça ne va pas être avantageux pour les caisses de l'État. On devra reprendre encore les choses et ça n'est pas du tout bien. Ça voudra dire que la loi est restée trop rigide parce que si 20%, aucune formation politique n'arrive à pouvoir satisfaire à cette exigence-là, la loi est restée trop rigide. Et les parlementaires qui l'ont voté doivent pouvoir se remettre en cause pour savoir est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas trop tiré sur la ficelle pour essayer de mettre véritablement les partis politiques au travail. C'est l'idée, faire travailler les partis politiques afin que nous ayons de grands blocs, que nous ayons des partis qui n'aillent pas dormir sur leur laurier à la fin des élections et qui reviennent seulement à la veille des élections pour battre campagne et rechercher des postes. Donc je pense que prions et croisons les doigts que ça ne soit pas ainsi, parce que ça n'est pas bien pour notre processus électoral. Vous savez que ces 20%, c'est assez... Je vais parler tout à l'heure de double passe. C'est ça justement le tout premier passe. Le tout premier passe, c'est cette règle de 20%. Et quand on regarde la manière dont ça se passe, il y a un quatuor qui a déjà fait un accord de gouvernance. Ça veut dire qu'entre eux, ce sera beaucoup plus fluide. Et le 5e, qui n'a pas voulu faire l'accord de gouvernance, a priori, lui, il doit tout faire pour avoir les 20% dans chaque circonscription électorale. Donc, il y a un véritable problème. Accord de coalition parlementaire, justement. Donc, à ce niveau, il faut qu'on sache déjà que
au niveau déjà de la règle mathématique, bien évidemment, la logique mathématique voudrait qu'il y ait 20%. Et quand on regarde ces partis, on se dirait de façon simple que, ah oui, chaque parti peut avoir les 20%. Mais sur le terrain, ce n'est pas. C'est plus complexe que cela parce que ça dépendra de la taille du travail de chaque parti. Ce qui, aujourd'hui, représente un peu, semble être difficile, doit être normalement un défi pour le Parti Les Démocrates qui, a priori, n'a pas d'accord actuellement et a priori devrait déjà commencer par plus travailler parce que qu'on le veuille ou non, ils ont toujours réclamé être le parti du pays, le parti qui a le plus d'ancrage dans le pays. Je veux bien voir que ce travail-là sur le terrain... Ils sont le parti du peuple. Non, ils ont dit qu'ils sont le parti du peuple. Et si c'est le parti du peuple, le parti le plus représentatif, a priori, c'est ce qu'ils disent, a priori. Donc j'estime que c'est le moment pour eux, justement, de le prouver. C'est difficile, certes, mais j'estime que ce n'est pas impossible. Éric, bonjour. Bonjour. On parlait justement des législatives, on parlait de la situation qui attend les démocrates, l'affaire de 20%. Oui, je pense que la bonne nouvelle, c'est que cela s'applique à toutes les formations politiques. Donc c'est un défi qu'ils devront relever. Mais aussi la même loi qui dispose de ce chiffre 20% pour toutes les formations politiques crée aussi des ouvertures, crée la possibilité aux formations politiques d'aller en accord de gouvernance parlementaire, ce qui pourrait justement, dans une certaine mesure, aider les formations politiques à retrouver leur équilibre justement sur le terrain. Donc s'il y a une formation politique qui n'a pas fait usage de cette disposition pour davantage renforcer ses chances à décrocher des sièges justement sur le terrain, ce parti a forcément, je dirais, sa stratégie, a forcément les moyens de pouvoir décrocher ces 20%. Donc, à l'arrivée, on ne devrait pas se plaindre d'une formation politique qui, justement, n'arrivait pas à sauter le verrou de ce pourcentage. Ce qui est sûr et certain, à l'arrivée, avec la décision de la Sénat, on voit bien que toutes les formations politiques ont passé cette étape pour laquelle d'autres formations politiques avaient des difficultés. On se rend bien compte, et je rejoins Ulrich qui le disait tantôt, quand on s'y prend bien, il n'y a pas de raison justement que le résultat soit contraire. Et heureusement que cette fois-ci, nous n'avions pas entendu les sirènes de déstabilisation ou des sirènes d'exclusion, voyez-vous. Donc je pense que c'est parti pour une très belle compétition et qui pourrait amener toutes les formations politiques à faire usage de leur stratégie, justement, à l'effet de convaincre nos concitoyens une fois la date des élections arrivée. En tout cas, on va voir ce que ça peut donner, puisque la compétition est pour janvier prochain. Ouais. Et quand on dit janvier, c'est le 11, hein, et nous sommes déjà le 4... pardon. J'y vais très vite. Le 2 décembre 2026. Mais le 4 n'est pas loin non plus. Ça va finir, l'année va finir. Oui, moi je suis vraiment pressé. 2025 a été vraiment éprouvant. Et puis, j'ai bien envie de vivre ce qui va se passer le 11 janvier, puisque ce sera une première. On va coupler les élections communales ou législatives. On voit ce que ça va donner avec les partis qui sont en compétition. Maintenant, je pense que le défi pour toutes les formations politiques, c'est la question de la participation des populations. Vous savez que ces dernières années, on a eu moins de citoyens qui ont participé au vote. Je pense qu'il faut travailler au niveau de toutes les formations politiques. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont s'y prendre, mais il faut faire sortir les populations qui, à un moment donné, ont affiché leur désamour à tout ce qui est processus électoral. Il faut ressortir les populations pour leur demander d'aller voter, que ce soit les démocrates ou les autres partis qui ont signé des accords de gouvernance. Si les populations ne sortent pas, c'est que ça n'est pas bien pour les suffrages qui seront exprimés. Je crois très bien. En tout cas, on verra ce que ça va donner, notamment avec des populations un peu harassées par le comportement d'acteurs politiques ces derniers temps. Il faut dire que traditionnellement, quand même, le Béninois est un amoureux du jeu électoral. Et c'est pas une histoire. Et que ça surprend vraiment que l'électeur béninois prenne ses distances de plus en plus avec les urnes. Il faut déjà diagnostiquer ce qui se passe afin d'aider les formations politiques à sortir les électeurs. 8h59 à Cotonou. Merci, chers messieurs.
Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Demain, on va se voir à partir de 7h. Portez-vous bien. À toutes et à tous, bonjour. Ce jour, Décryptage Info affiche que la Sénat valide les partis dans le cadre des législatives. Le matinal explique que la Commission électorale nationale autonome a annoncé à l'issue de l'examen de conformité des dossiers de candidature la validation des listes présentées par 5 partis politiques pour les élections législatives du 11 janvier 2026. Aucun manquement majeur n'ayant été relevé, les formations concernées sont désormais admises à participer au scrutin et recevront le récépissé définitif de validation. Réunis à Cotonou autour du président Saka Lafia, renseigne Fraternité, les représentants des 5 partis retenus ont officiellement reçu leur récépissé définitif, confirmant la conformité de leur dossier et leur participation à la compétition. Ce moment marque l'aboutissement d'un processus rigoureux de contrôle administratif et technique mené par l'institution. Dans la foulée, la Sénat a procédé au tirage au sort, fixant l'ordre d'apparition des logos sur le bulletin unique. À l'issue de cette opération décisive pour la visibilité des partis, le classement arrêté se présente comme suit: IFCBE en première position, les démocrates en deuxième, le bloc républicain en troisième, Moël Bénin en quatrième et l'UPR en 5e position. Le matinal pointe qu'après la remise des récépissés définitifs, la Sénat a procédé au tirage au sort pour déterminer l'ordre de positionnement des logos sur le bulletin unique. Tour à tour, tous les représentants des partis politiques retenus ont procédé au tirage. À l'issue de celui-ci, la FCBE arrive en première position, suivie de les démocrates, du bloc républicain, de Moël Bénin et de l'UPR. Pour Fraternité, désormais en course, ces partis devront surmonter un obstacle inédit. Il s'agit de la question des 20% des suffrages à obtenir dans chacune des 24 circonscriptions électorales avant d'espérer lever le moindre siège. Et pour certains acteurs, cette règle pourrait suffire à elle seule à exclure les démocrates du partage des sièges. Une seule circonscription en dessous du seuil et tout le parti est exclu de l'attribution des sièges. Autrement dit, la trappe de la restriction ne se situe plus à l'entrée de la compétition, mais à la sortie, dans un contexte où les alliances entre partis sont interdites avant le scrutin, mais où les alliances de score sont permises après. L'ironie n'échappe à personne et certains observateurs estiment que les électeurs pourraient encore déjouer les calculs en donnant à LD les 20% nécessaires dans toutes les circonscriptions. Avec le matinal, on peut lire que la construction des marchés modernes au Bénin fait partie d'un vaste programme national du gouvernement du président Patrice Talon visant à moderniser les infrastructures commerciales. Sous la direction de l'Agence nationale de gestion des marchés, ce projet a pris corps à travers l'inauguration de plusieurs marchés sur toute l'étendue du territoire national de 2024 à 2025. Le journal en dénombre 18 espaces marchands mis en service en 17 mois. Et puis, Fraternité rapporte que la 6e édition des Journées scientifiques de l'économie béninoise a été clôturée le vendredi 28 novembre 2025 à Cotonou. Elle a été marquée par la distinction du meilleur article JCEB 2025 organisé par la Direction générale de l'économie. L'édition 2025 a réuni des chercheurs de renom, des universitaires venus de plusieurs pays, des responsables d'institutions publiques ainsi que des partenaires techniques et financiers autour du thème « Institutions et prospérité des nations ». Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.